Bonjour Marc. Bienvenue de retour en Normandie, Mmh. très très loin de Paris, à au moins 10 000 km, en tout cas au niveau vibratoire. Je suis très content, très heureux de t'accueillir le lendemain de ce merveilleux dîner OVNI et rendez-vous de l'éveil, Mmh. où tu nous as parlé de la connaissance primordiale. En tout cas, dans sa fenêtre de lecture, qui est non pas dans l'explication de savoir ésotérique, mais de ce qu'il en reste dans notre mémoire cellulaire qui a été tellement usurpée, déformée génétiquement, mais il reste encore une atmosphère, un petit souffle, un petit battement de cœur qui peut se traduire par des phrases clés et très fortes, comme celle-là. C'est tout l'objet aussi de cette rencontre aujourd'hui, qui est que tant qu'on aura en nous un espace qui précède toutes les connaissances, un espace qui est en contact direct avec la connexion avec le tout, nous aurons encore espoir d'évoluer, de sortir de tous ces enchaînements, de tous ces voiles qui, il faut bien le dire, dégénèrent l'homme à un point qui est absolument insupportable, Marc. Et justement, c'est le lien direct avec le sujet d'aujourd'hui que tu as tenu à aborder pour nos auditrices et auditeurs, et web spectatrices et spectateurs. C'est le vampirisme énergétique qui nous touche absolument toutes et tous, et pas seulement ceux qui sont parasités, qui ont des failles. Nous sommes tous reliés à la même dimension dans cette unité collective qu'est le parasitisme vibratoire sur cette planète, cette grille énergétique qui nous affecte tous et de plus en plus. Que peux-tu nous dire sur les éléments qui t'ont interpellé sur ce parasitisme énergétique de tous les instants? Je dirais que la première chose, c'est de prendre conscience qu'on confond le mot confiance, le mot conscience, pardon, avec un état de sommeil qui nous anesthésie. Ce sommeil remonte depuis l'origine de la distorsion, depuis l'origine de ce premier Adam, de cette manipulation génétique qui a fait qu'il y a eu un avant et un après, qui fait qu'actuellement, nous ne sommes même pas conscients de ce que veut dire l'état normal d'un humain dans toute sa splendeur et sa dignité. Et Marc, j'ai envie de dire que dire la vérité, ou du moins s'en approcher, devient un acte héroïque. Et la grande question, en fait, c'est de savoir à qui donnons-nous notre énergie. À qui donnons-nous notre énergie dans ce monde où la fausse vision, la fausse perception est déformée, dans ce scénario cauchemardesque de cette vision holographique de l'enfer, à qui donnons-nous notre énergie? À chaque fois que l'on agit, à chaque fois que l'on pense, à chaque fois que l'on sent, à chaque fois que l'on est en interaction, à qui donnons-nous notre énergie? Et en fait, la déclinaison de tout ça, c'est que partons de cette réalité brute, de cette prison sur laquelle il faut bien s'appuyer pour pouvoir s'en sortir, qui est nous sommes une ressource alimentaire. Nous ne sommes pas en haut de l'échelle, nous sommes au bas de l'échelle de la prédation. Et ce que l'on fait à la plupart des êtres vivants, nous sommes aussi des ressources alimentaires pour d'autres êtres interdimensionnels et d'autres êtres humains aussi. Ce qui est important, c'est de voir l'historique, et c'est pour ça que je voudrais le partager avec toi, l'historique qui fait que comment on en est arrivé à cette prédation énergétique. Qu'est-ce qui fait que nous sommes devenus des ressources alimentaires? Et il me semble qu'il y a des choses importantes à pouvoir dire. D'abord, c'est de comprendre comment l'ADN et comment les cellules sont des sources de production énergétique pour l'archonte, le démiurge. Parler de la manipulation et du phagocytage par rapport à cette grande danse hypnotique qui sont la naissance et la mort, puisque quelque part on est une ressource alimentaire aussi à travers les résidus que l'on éjecte dans le bas astral, qui fait que l'on renaît toujours d'une façon automatique et amnésique.
parler aussi de comment les pensées, les émotions fabriquent aussi une production énergétique. Et puis, parler aussi de la plus grande force qui fait partie en fait des forces à travailler pour un être humain, qui est l'énergie sexuelle. En fait, ces forces-là, la force émotionnelle, la force physique, la force mentale et la force sexuelle, sont sur laquelle, des 4 énergies sur lesquelles l'être humain doit travailler pour pouvoir accéder à d'autres niveaux de conscience. Mais comme l'usurpation a détourné finalement la vérité en l'utilisant pour elle-même et pour induire chez l'homme un esclavage et une dépendance, eh bien on ne peut pas ne pas passer à travers ces éléments-là qui font que chaque jour, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, la plupart des humains sont comme des programmes. Des programmes à but de donner leur énergie à une matrice, à un sillon vinyle qui tourne sans cesse de plus en plus profondément. Donc c'est là-dessus qu'on va parler, Marc, et surtout, c'est que tous les deux, comme d'habitude, de trouver des pistes, de toujours faire un rappel, de redire les choses, parce que nous sommes face à un ancrage négatif et puissant, qui rend amnésique les gens, mais de refaire à chaque fois, nous, de notre côté, un ancrage positif, pour assouplir, pour déconditionner, déséduquer, déhypnotiser, défasciner. Donc on parlera des petites choses peut-être au quotidien, des rappels par rapport à tout ce qu'on a pu dire sur comment changer sa façon de penser, comment se déséduquer émotionnellement, comment préparer sa mort, en tout cas avoir une autre vision de la mort, comment aussi utiliser son énergie sexuelle, non pas dans un but de rester dans le bas astral, et de travailler comment notre ADN même est la source moteur de l'énergie qu'on donne aux démiurges. Et comment changer la vision de sa vie, de la vie en général aussi. Et c'est vrai qu'au-delà de la pyramide alimentaire et chronologique de cette vampirisation énergétique, on peut tout résumer. Vampirisation égale dépendance. En gros, on est dépendant de tout. Et la question de l'énergie et l'énergétique, c'est vraiment le mot crucial. Voilà. Et c'est vraiment la question, à qui donnons-nous notre énergie ? Combien de personnes, en pensant qu'ils font quelque chose pour atteindre quelque chose pour eux-mêmes, en fait, sont induits par un programme qui les pousse à produire de l'énergie, non pas pour eux-mêmes, mais pour le système. Pour un égrégore. Pour un égrégore. Et donc, avant d'acquérir et d'atteindre ce niveau, de ressentir, d'orienter sa vie vers quelque chose qui serait en deçà du mental, en deçà de l'ego, en deçà de ses programmes, eh bien, il faut bien cartographier qu'est-ce qui fait qu'on est dépendant d'un système qui est là pour nous vampiriser. Alors, tu vas nous expliquer comment on peut atteindre ce degré de supramental, au-delà du mental, et sortir des addictions de la dépendance, en fait. Et justement, c'est que nous avons encore la chance d'avoir une parcelle de mémoire, ce point central qui est nous-mêmes, mais dans un état de pureté initiale, qui est encore là pour nous attirer, pour nous aimanter vers quelque chose qui nous fait donner une nostalgie de ce qu'on a perdu comme dignité. Mais combien de personnes peuvent entendre ce genre de discours ? Tellement nous sommes arrivés à un état bas, vibratoire au niveau de notre humanité, qui n'est même plus humaine, qui est une machine à réagir. Et donc, c'est à cette machine-là, à certains hommes-machines, ou femmes-machines, ou enfants-machines, qui commencent à s'enrayer, qui commencent à sentir que quelque part, à qui je donne mon énergie ? Et donc, la première chose, moi, qui m'apparaît, Marc, c'est la notion cellulaire, la notion de l'ADN. C'est vraiment le point crucial, puisque, quelque part, quand on parle de la distorsion, cette distorsion est vraiment la manipulation génétique de l'humain pour le verrouiller.
Et donc l'ADN est un émetteur-récepteur. Et l'ADN est en contact direct avec ce que j'appelle le subconscient cosmique. Et si la manipulation se fait au niveau des informations induites dans ce subconscient cosmique, l'ADN, qui est un émetteur-récepteur, va se brancher sur les informations qu'on lui donne. Et donc, la question, c'est que, en fait, cet inconscient dont on parlait hier, cet inconscient qui est en contact direct avec la vérité originelle, en fait, de plus en plus, cette distorsion nous coupe de cette vérité-là. Ce qui fait que les informations qu'on devrait avoir pour nous affranchir, pour nous rendre libres, sont bloquées comme un programme et sont induites par d'autres pensées, d'autres inductions qui viennent de cette fausse illusion de croire. David, l'ADN est un émetteur-récepteur. Comment fonctionne-t-il pour donner notre énergie à ces parasites? Alors, c'est une question vitale. La question énergétique a été, depuis des millions d'années, la question cruciale, qui fait que, quelque part, l'archonte n'a pas la capacité de créer. Et en fait, l'être humain est le seul, comme disent les gnostiques, qu'on peut rappeler, à avoir ce qu'on appelle l'énoïa, c'est-à-dire, on appelle ça l'étincelle d'origine ou la créativité d'origine. Donc on peut bien comprendre que quelque part l'être humain est intéressant pour les prédateurs qui ne sont incapables de créer, qui ne peuvent que créer une pâle copie de l'origine. Et c'est ce qui s'est passé à travers ce qu'on appelle le schisme. Le schisme, c'est tout simplement la création d'un Adam d'origine, qui est finalement le premier, enfin en tout cas la conclusion d'un être humain génétiquement modifié, qui fait que le verrouillage de son ADN a fait que, quelque part, cet être humain est devenu dépendant de l'archonte. Il est devenu dépendant, comme tu le dis. Et donc, la question, c'est que il est clair qu'une fausse réalité, ayant piraté cette réalité humaine qui existait, on le rappelle auparavant, par des millions de civilisations avant nous, eh bien, ça sera la grande chose à travailler, c'est que cette humanité-là, avant sa dégénérescence et son verrouillage ADN, nous la portons en nous aussi. Et c'est vraiment là qui est le grand enjeu de cette rencontre entre nous deux, c'est que comment se réveiller de cette dépendance à l'archonte, parce que nous sommes verrouillés à lui, et comment finalement se rendre compte que la conscience que l'on porte est en-delà et en deçà de toutes nos limites et de tous nos programmes. Et comme tu disais, Marc, l'ADN en effet est un émetteur-récepteur. En fait, un émetteur-récepteur, c'est quoi? C'est qu'il interagit avec une grande réalité qu'on appelle l'Internet cosmique, en fait. Et avec la bande de fréquence sur laquelle l'ADN est en connexion. Donc on peut imaginer que la distorsion, comme on l'appelle, a provoqué en fait un changement de programme au niveau de ce subconscient cosmique et fait que l'ADN verrouillé de l'être humain est en contact direct. C'est pour ça qu'on peut comprendre finalement, Marc, que la grande souffrance de l'être humain, c'est de prendre conscience qu'il est aliéné sur cette planète et en même temps il est attiré par un souvenir d'origine qui le ramène vers une humanité resplendissante, tu vois. Et on peut comprendre que ce verrouillage actuellement, qui se densifie dans une double matrice, comme on l'a déjà indiqué dans nos entretiens, de plus en plus on peut comprendre qu'il y a des répercussions au niveau de ce que j'appelle cette ressource alimentaire qui est devenue l'humain, à travers la mort, à travers la pensée et ses émotions. Il faut rappeler tout simplement, avant d'aborder les pensées et les émotions, que la pensée, dans sa forme la plus primitive et mentale de l'action-réaction qu'on peut voir tous les jours, c'est avant tout le mental coupé de son ancrage et la principale pourvoyeur d'énergie à l'archonte. Parce que les pensées, c'est de la matière subtile. Les pensées, c'est de la matière subtile.
Et les émotions qui sont la dépendance au passé, c'est la plus basse vibration qui existe. Et il faut savoir que l'énergie sexuelle, à un certain niveau, quand on devient dépendant, eh bien, c'est aussi de s'arrêter à un niveau, le niveau le plus bas de son évolution. Et donc, tout ça a des répercussions qui sont en somme toute le fruit d'un rouleau compresseur qui existe, qui s'appelle la distorsion. Et donc, c'est un scénario cauchemardesque. Pourquoi scénario cauchemardesque? Parce que grâce à ce verrouillage de l'ADN et de cette usurpation de la vraie origine, du jeu d'origine, qu'est-ce qui se passe? C'est que de plus en plus notre planète ressemble à une vision holographique du bas astral. La Kundalini, comme tu le dis, le serpent énergétique qui longe la colonne jusqu'à l'arrière de la nuque, est un outil de contrôle d'une sexuel, très grande puissance. D'une énorme puissance. Parce que si on comprend, c'est que au niveau de la sexualité, pourquoi c'est tellement à la fois fascinant? C'est parce qu'en fait, le masculin et le féminin, c'est la représentation parfaite de la traduction de la construction de l'univers. Un plus et un moins, qui se traduit à travers l'homme et la femme. Donc on voit bien qu'il y a une fascination là-dessus. Et dans les temps anciens, avant la distorsion, alors on peut en discuter, mais il est clair qu'il y avait une certaine forme de sacrement de la sexualité qui faisait que quelque part, à travers la sexualité, on retraduisait ce mouvement du cosmos, du masculin et du féminin, tu vois. Actuellement, nous sommes de nouveau dans une forme de distorsion qui fait que, avant tout, on utilise l'énergie sexuelle, et on pourra peut-être aller un peu plus loin au niveau de la pédophilie, etc. On verra si on en parle. Mais l'énergie sexuelle est utilisée à des fins avant tout de vampirisation, de possession, et surtout d'empêcher la Kundalini d'aller dans l'élévation. Puisque la Kundalini, c'est la réunion, à travers la colonne vertébrale, du plus et du moins, du masculin et du féminin. Et tel que ça existe actuellement, la Kundalini ne peut pas accéder. Elle s'arrête au niveau le plus bas astral, c'est-à-dire au niveau, je dirais, de la vibration la plus basse. Et donc on voit bien que finalement, il y a une forme de grossièreté là-dedans. Tu vois, Marc? Est-ce qu'elle n'a pas été mise en place, justement, en même temps que l'obsolescence programmée du robot organique humain, pour démoniser, donc posséder cette énergie sexuelle de l'humain? Oui. Et en fait, tu vois, c'est comment les outils merveilleux qu'avait l'humain pour lui permettre d'évoluer vers un état que j'appelle supramental, on peut le dire comme ça. Regarde comme ces outils ont été tordus, déformés à des buts de rendre esclave notre humanité. Et le plus grand piège, je le redis, c'est comment, alors que nous avons la capacité de percevoir le soi dans toutes les formes, comment on finit par s'identifier à un état de sommeil et d'hypnose qui nous fait croire que c'est l'état de conscience le plus parfait. Comment on peut imaginer que quand nous avons des pensées d'agressivité, des émotions primaires, la peur de la mort, une énergie sexuelle de prédation, comment on peut imaginer que c'est le niveau normal de l'humain? Voilà la perversion. C'est de faire croire aux humains que c'est normal d'être comme ça. Ça fait partie de l'humanité. Ça fait partie de l'humanité. Non, ça fait partie d'une sous-humanité. Ça fait partie d'une sous-humanité et tout l'entretien qu'on a, c'est de prendre conscience que non, il y a un scénario cauchemardesque, je le redis, parce que tant qu'on n'est pas dans cette capacité de voir, de quitter la fausse vision, de prendre conscience des perceptions faussées que nous a induit la distorsion, on est condamné à mourir et à renaître de nouveau
dans un cycle infernal de ressources alimentaires. Donc c'est pour ça que l'enjeu est important, Marc. Et pour ça que la base des choses, c'est de reconstituer finalement comment notre ADN a été verrouillé. Et ça, c'est important. Est-ce que cette vampirisation ne commence pas par la bestialisation de l'humain? Le rendre plus bétail au niveau émotionnel, psychique, sexuel. C'est le programme qui fait que, quelque part, en baissant l'humain vers ce qu'on appelle le cerveau limbique, c'est finalement le mettre dans un autre état qui l'empêche d'accéder à d'autres niveaux de conscience. Et la question, en fait, là-dedans, c'est comment prendre conscience qu'il n'y a pas à chercher la vérité pour sortir de ça. Il faut enlever ce qu'il y a en trop. Et enlever ce qu'il y a en trop, c'est de discerner finalement comment cet ADN nous rend pratiquement aveugles. Aveuglement, ça veut dire voir mal. Comment a été rajouté finalement le fait que notre façon de penser est une façon de penser délirante. Comment notre façon de ressentir les choses avec nos émotions, dans la culture émotionnelle que notre société abreuve. La culture émotionnelle, c'est normal. Et il faut avoir le plus d'émotions dans sa vie. Il faut regarder des films qui ont beaucoup d'émotions. Pourquoi, Marc? Parce que l'émotion la plus primaire, justement, celle des extrêmes, celle de la haine, celle de la passion extrême, celle de la jalousie, des émotions qui viennent des blessures de l'enfance, qui sont cultivées et entretenues et qui remontent avec des millions d'années à toute la tragédie humaine. Cette culture-là, c'est une culture de dégénérescence, de la violence, qui profite à ce système, parfaitement mécanisé, inorganique, informatique, froid, humide, le bas astral, qui de plus en plus impacte l'humain, qui n'est pas capable, parce qu'il est devenu une machine à réagir, il n'est plus capable de discerner cette dégénérescence-là pour lui-même. Et donc, c'est un enjeu important, Marc. Une machine accro aux machines. D'ailleurs, via les écrans de télévision, via les écrans de portable, on arrive à rendre dépendant du plus petit gamin de 2-3 ans, 3-4 ans, qui a sa première tablette déjà, au vieillard qui s'est intéressé à l'informatique. Tu vois, donc en fait, tout le monde devient accro, que ce soit à la télé. D'ailleurs, ça a commencé dans les années 50. C'est de l'ingénierie sociale, messieurs, dames, ce programme de propagande de télévision. Et comment ça a commencé dans les années 50-60 aux États-Unis, parce qu'après c'est venu en France un peu plus tard, je crois. On a eu des écrans vers les années 70, il me semble. Et donc, c'est en mettant en scène, en théâtralisant, en scénarisant la famille idéale au départ, ou alors des héros de bonne volonté qui prônent la générosité, la tolérance, etc., pour après basculer vers la démonisation de tous les idéaux familiaux pour casser le nœud familial et social. Et cette propagande à la télé, si vous ne l'avez pas encore vue, elle est très bien faite, en plus avec du V2K, de la télépathie synthétique, de la psychotronie de masse, de l'hypnose de masse, qui injecte des pensées individuelles et collectives. C'est vraiment de l'hypnose de masse. Quand on voit les spectacles d'hypnose, par exemple, ludiques à la télé, c'est pour vraiment vous montrer ce qui est fait dans l'ombre au grand jour par des hypnotiseurs de spectacle et fabriqué tous les jours par votre poste télé et aussi par vos ordinateurs, vos écrans d'ordinateur, par des technologies de pointe, de télépathie synthétique qui parlent directement à votre cerveau, le V2K, le Voice to Score, la voix télépathique synthétique qui parle à votre orbite et également à votre cerveau et vous insuffle des pensées que vous croyez être les vôtres et qui ne sont pas les vôtres. Oui, c'est comment faire durer le rêve. C'est-à-dire que toute l'énergie, c'est incroyable. L'être humain est extrêmement puissant, Marc, on le sait, dans sa capacité à être
dans la lecture de ce qu'on a pu dire hier d'ailleurs, dans cette lecture d'un monde où il pouvait être dans une clairvoyance par rapport à l'architecture géométrique et sacrée de l'univers, dans cette façon d'être en télépathie avec les choses, etc. L'être humain est extrêmement puissant. C'est redoutable de voir à quel degré on a dégénéré. Et tu as raison de dire que c'est un rêve, une matrice dans une matrice qui s'est renforcée avec les nouvelles technologies, qui répond à un programme qui existe depuis des millions d'années, qui a pris un degré supplémentaire finalement, par la vocation de dompter, non pas les Amérindiens, etc., qui somme toute étaient déjà une tentative qui a réussi pratiquement à détruire l'ancien savoir qui pouvait rester, mais c'est avant tout une envie, une possibilité, une vision profonde. On n'est pas juste une simple conspiration, c'est une vision, j'appelle ça souvent messianique, mais le mot, je l'utilise à bon escient. Messianique, ça veut dire qu'il y a une vision qui va au-delà de notre petite vie, qui va au-delà même de la personne qui pense le plan. C'est une vision de transformer l'humain en une pile parfaite au service d'une distorsion qui a commencé depuis des millions d'années. Nous sommes sur une phase finale qui peut durer encore quelques années, sur une phase finale où, après la guerre, cette guerre où on a détruit les peuples, cette guerre, on a installé de plus en plus une induction d'emprise technologique, alimentaire, on l'a déjà redit, mais on le redit, une emprise chimique sur l'humain pour le dégrader, pour lui permettre d'être dans des loisirs, dans la distraction, de travailler et de prendre plaisir à monter la hiérarchie, qui fait que l'humain est devenu de plus en plus une ressource alimentaire. Et quand on dit ça, la ressource alimentaire, c'est grave. C'est grave parce que ça veut dire quoi, la ressource alimentaire? Tu vois, à quel niveau l'extrême est fort, Marc. Jamais, je trouve, on a été aussi dans un écart aussi grand entre le fait que l'être humain a en lui un autre lui-même qui va beaucoup plus loin que lui-même, dans le sens d'une vision de transcendance et une vision incroyable de dégénérescence. Mais je compare un peu à l'agriculture. C'est-à-dire qu'avant l'agriculture, c'était encore à échelle, je dirais, humaine de l'agriculteur. Maintenant, c'est à grande échelle industrielle et avec des pesticides à gogo, etc. On voit bien que Monsanto a payé des faux agriculteurs, acteurs de crise, pour vanter les mérites des pesticides et du glyphosate. Ça, c'est une actu toute récente. Bon, on s'en doutait quand même un peu. Mais c'est pareil pour les politiques, les chefs d'entreprise. Certains sont des acteurs de crise qui nous vantent les mérites de telle ou telle entreprise. Et ils vont faire la même chose pour d'autres entreprises. En fait, c'est un monde fait d'acteurs qui provoquent des émotions et des égrégores collectifs pour que les gens aillent dans leur sens. Et même vers le pire. C'est-à-dire qu'on ne voit pas au-delà de ce qui est présenté en façade. La superficialité est devenue un critère de référence. En fait. Oui, et ce qui est impressionnant, c'est que l'être humain est devenu une machine à réagir, pratiquement bientôt inorganique. Mais pourquoi machine à réagir? Parce que l'ingénierie sociale connaît plus l'être humain que la plupart d'êtres humains se connaissent eux-mêmes. Bien sûr. Et donc, c'est bien de comprendre que finalement, c'est se poser la question, à qui donnez-vous votre énergie? Dans chaque acte que vous faites, que vous puissiez faire chaque jour, dans votre manière de penser les choses, est-ce que votre pensée est une simple citation? Est-ce que vos paroles, vos gestes, ce sont des imitations? Vos actions, ce sont des caricatures? Est-ce que quelque part, vous pensez que dans votre vie, vous maîtrisez bien les choses alors que vous n'êtes qu'un être humain qui ne se connaît pas du tout lui-même, finalement, et qui se débat dans un océan rempli de vagues et qui essaye de s'accrocher à des rochers qu'on lui tend, parce que quelque part, nous sommes devenus si misérables que la simple main qu'on tend fait qu'on la prend. Cette dépendance-là est le plus grand défi, c'est-à-dire comment à retrouver ce que j'appelle une sorte de dignité non dépendante, Marc.
Et on ne peut pas ne pas parler, encore une fois, de ce passage de la mort à la naissance, qui est finalement l'aboutissement de tout ce programme aussi. Une fois que l'être humain aura perdu ce que j'appelle la capacité de prendre conscience qu'il a une conscience en lui qui va beaucoup plus loin que lui, une fois que l'être humain sera devenu une parfaite machine qui s'identifie à ce à quoi on l'a programmé depuis sa naissance et même avant sa naissance au niveau de ses cellules, au niveau du choix de l'enfant selon la demande qu'on aura de lui, on n'aura plus cette capacité de ce que j'appelle d'immanence et de transcendance. Et c'est pour ça que tout ce qu'on fait ensemble, c'est pour justement gagner du terrain, donner un grand coup de pied dans ce sable finalement, ce château de sable qui fait croire à des millions d'êtres humains qu'il est solide. Ce château de sable repose sur quoi? Sur notre illusion, comme tu dis, sur cet état quasi hypnotique qui fait croire que nous sommes condamnés à manger, dormir, s'accoupler et avoir peur, qui nous fait croire que dans la vie, il faut soit attaquer, soit être dans la paralysie ou la fuite. Et donc, la grande question, c'est redonner un souffle à l'humain avant qu'il ne soit trop tard. Non pas dans le sens de vouloir libérer cette ligne de temps où on est, qui a choisi son destin, a priori. Mais c'est de permettre à certaines personnes qui s'interrogent à quitter tous ces voiles d'hypnose et d'identification, d'automatisme, pour pouvoir finalement de tenter de se libérer de plus en plus de ce qu'il y a en trop en eux, de chercher les erreurs de la distorsion, parce que la distorsion est telle qu'on la fabrique à l'intérieur de soi. Nous sommes chacun les gardiens de notre propre prison. Et donc on voit bien, Marc, que cette vampirisation, cette prédation énergétique, cette ressource alimentaire qu'est l'être humain, c'est une souffrance qui va tout droit vers ce que j'appelle Yaldabaoth, le nom des gnostiques pour parler du démiurge. Yaldabaoth, parlons de ça. Yaldabaoth est la personnification de cette distorsion, à travers ce que j'appelle les gardiens, les surveillants de la matrice, qui font que l'être humain, comme tu le dis souvent, est dans une prison interne, une ferme, la ferme des animaux, qui fait que l'être humain ne sait plus qu'au-delà de l'horizon des barrières qui sont en lui, comme des pare-feux, ne se rappelle plus, ne vibre plus, de moins en moins, au fait qu'au-delà de ça, en deçà de ça, il y a sa liberté. Et donc on ne peut pas ne pas parler de cette fascination pour la lumière blanche à la mort. Tu es d'accord là-dessus que ça fait partie des grandes dépendances énergétiques. On ne peut pas ne pas parler non plus après de ce que la pensée induit comme mécanique énergétique, et l'émotion aussi. Donc, si tu veux bien, on peut parler de ce sujet qui est cher à tous les deux, je crois, et finalement de donner un grand coup de pied dans ce château de sable qui nous fait croire au fait que pour évoluer, pour grandir, pour se sauver, il faut répondre parfaitement à la distorsion. Retenez ça, être parfaitement adapté à la distorsion fera de vous une pile énergétique. Et en aucune façon, vous ne serez jamais libre. C'est la grande chose à penser. Ne pensez pas qu'en donnant des accords à la distorsion, il y a tout ce système qui vous verrouille émotionnellement, physiquement, mentalement, qui attire les gens dans une espèce qui vous manipule, qui manipule certaines personnes dans leur résonance de transcendance à travers finalement la soumission à Yaldabaoth. C'est tout simplement, Yaldabaoth est simplement quelqu'un, une personnification énergétique, mais qui existe bien réellement à vous faire croire que oui, la transcendance est possible en passant par lui. Le respect obtenu ou induit par la peur est la plus basse des émotions. C'est, je crois, ce que disait Albert Camus. Et on ne peut plus vrai dans un système complètement
vérolé par un système mafieux de chantage permanent, qui a commencé depuis Babylone et avant, mais qui s'est accéléré après la Deuxième Guerre mondiale. On en a très bien parlé dans 1947, la nouvelle réalité du monde moderne, avec la dette, le plan Marshall, l'addiction, la dépendance à l'argent, aux prêts bancaires. Et aujourd'hui, on voit dans le monde physique un verrouillage qui nargue tout le monde et qui nourrit ce conflit, ce choc des civilisations avec la burqa-mania, par exemple. C'est un sujet d'actualité. C'est interdit de la porter, on devrait l'autoriser, la liberté c'est avoir la burqa. On a un débat complètement irrationnel sur quelque chose qui physiquement enveloppe encore l'être humain, la femme en l'occurrence, dans une enveloppe physique qui la recouvre et la cache à l'intérieur de la matrice. C'est-à-dire que comment peut-on parler de liberté quand on est complètement emmitouflé dans le voile à l'intérieur du voile? On a déjà des voiles d'illusion et on remet une couche de voile de fabrique de vêtements par-dessus ton visage et ton corps. En fait, c'est une matrice dans une matrice. C'est ce qu'on disait souvent, c'est que notre réalité est une projection holographique de l'enfer, de plus en plus. Et il n'y a pas à aller chercher l'enfer finalement à l'extérieur ou au-delà. C'est que l'enfer est déjà sur Terre. Et le bas astral est sur Terre. Et il y a vraiment un enjeu pour moi, je dirais, non pas pour cette ligne temporelle où on est. Cette ligne temporelle, comme tu le sais Marc, tout est tout inscrit dans l'univers. Toutes les boucles temporelles s'entrecroisent et que quelque part il suffit qu'on quitte la vision linéaire de la vie et qu'on la voit dans sa vision sphérique, puisque le ici maintenant est dans une vision sphérique, pour se rendre compte que oui, cette ligne de temps a choisi son destin, et son destin c'est une force prédatrice qui, pour exister, misérablement, pour exister, utilise une énergie colossale qu'elle n'a pas pour profiter d'entités qui sont nous, qui sont capables d'aller très loin dans la progression et l'évolution métapsychologique, et qui utilisent notre force, notre énergie libidinale, notre énergie vitale, notre énergie émotionnelle, notre énergie physique, simplement parce que le prédateur, qu'est-ce que c'est que le prédateur? C'est un parasite qui fait soin de ne pas faire mourir son hôte, de façon à continuer à se nourrir de lui. Mais voilà le destin de l'humain. Est-ce que nous sommes un résumé de ça? En tout cas, cette ligne de temps a l'air d'aller dans ce sens-là. Mais nous, on le sait, Marc. Qu'est-ce qui fait qu'il y a une résonance en nous? Qu'est-ce qui fait qu'on se rend compte qu'une fausse connaissance... la fausse connaissance est terrible dans le conditionnement des humains. Leur rapport aux émotions est terrible parce qu'ils ont une fausse connaissance de leurs émotions, une fausse connaissance du monde qui les entoure. Pourquoi? Parce que cette fausse connaissance induit une fausse vision. Et pourquoi cette fausse vision? Parce que quelque part, on est dans la manipulation de notre perception. Et ça, c'est ce qui est de plus compliqué. Et la chose la plus importante, c'est se réveiller de la manière dont on a conçu notre existence jusqu'à maintenant. Voilà. Et ça, c'est le plus important. Et on ne peut pas ne pas éviter de parler de cette capacité de se rendre compte que si on devient un parfait exemple adapté à la distorsion, au service de la distorsion, au service même de Balzabaoth, qu'est-ce qui se passe? C'est que quelque part, notre cheminement va le faire que nous allons devenir plus qu'une pile énergétique, une super pile énergétique. Mais tout ce que je sais, c'est que l'être humain sait, au fond du fond, au fond de lui-même, par-delà de l'au-delà de lui-même, quelqu'un qui vit une vie de sommeil, je sais que quelque part en lui-même, il y a cette angoisse de se dire « j'ai vendu ma vie à quelque chose qui ne correspond pas à ce que je suis vraiment ». Et c'est ça qu'il faut bien parler, c'est que dès que vous sentez dans votre vie, au niveau émotionnel, au niveau de votre sexualité, au niveau de votre rapport à la mort, si vous sentez vraiment au fond de vous, vraiment, sincèrement, que quelque part,
il y a quelque chose qui fait que vous n'êtes pas centré dans tout ce que vous faites, s'il y a quelque chose qui fait que vous sentez une forme une sorte de perception que vous passez à côté de votre vie, que la dépendance que vous avez avec quelqu'un, qui peut être un résumé du bourreau victime sauveur, puisque la matrice se nourrit de ça. Si vous êtes dans un groupe de réflexion, dont vous savez quelque part, vous êtes dépendant de ça, etc., accrochez-vous à la liberté. La liberté, c'est de faire en sorte que se libérer, c'est se libérer avant tout de toutes les croyances et présuppositions qu'on peut avoir par rapport à ses émotions et sa façon de penser, et à sa façon d'être avec sa partenaire, ou à sa façon d'être dans un groupe, etc. Et c'est ce qu'il y a de plus difficile. Tu as fait un bon lapsus tout à l'heure en disant Belzabaoth au lieu de Yaldabaoth. Ah oui. C'est un hybride en fait entre Belzébuth et Yaldabaoth. Oui, oui. Mais c'est la même énergie. La même énergie. Le même démiurge. On peut parler du démiurge, on parle des Elohim aussi, mais tout ça, ce sont des mots qui ont été utilisés, mais qui résument finalement cet enjeu crucial de l'usurpation. Le schisme, on parle de schisme, qui est vraiment la fracture d'essais qui ont été faits pour permettre à l'homme de devenir un esclave. Et légitimement, l'usurpation qui a fabriqué l'homme manipulé, tu es d'accord, Marc, que celui qui crée un être se sent finalement le créateur de cet être. Donc on voit bien que quelque part nous avons un rapport de créateur et de créature vis-à-vis de Yaldabaoth. Et donc les usurpations dont on peut parler, que je vais citer, par exemple les partis politiques, qui sont créés par les gens qui ont les mêmes peurs, en gros, et les mêmes illusions de croyances. En fait. C'est comme les religions, c'est exactement la même chose. Ceux qui ont encore un espoir dans un rassemblement collectif politique n'ont pas compris grand-chose à l'illusion, puisque ceux qui créent les partis sont les mêmes qui ont créé les problèmes au départ. Et aussi le travail sur soi qui peut être aussi un enfermement avec tous ces stages de apicratie, de bonheur imposé, de bonheur suggéré aux gens, en fait, sont des formes pensées. Et donc on voit bien que ces techniques de bien-être, peut-être qu'on est mieux à la sortie d'un stage, mais on n'est pas guéri, en fait. Il faut générer cette transformation dans le corps pour qu'il n'y ait plus d'accroche des vampires énergétiques, des parasites énergétiques. Exact, Marc. Et en fait, la chose qui est la plus forte à comprendre, c'est ce point d'attention. L'être humain porte en lui, comme j'aime beaucoup cette phrase, c'est qu'on a un au-delà au fond de nous-mêmes. Un point central qui nous permet de lire le soi dans les formes. Le point d'attention qu'est l'être humain, c'est que ce point d'attention peut... ce point d'attention rime avec conscience. La question, c'est à quel niveau la conscience est identifiée dans mon corps. À quel niveau, quand une personne se sent réagir en elle, à quel niveau cette réaction se fait. C'est commencer à faire une enquête sur soi. Et je réponds à ce que tu dis, c'est qu'en effet, le point d'intention, le point de départ, c'est que l'être humain a une capacité incroyable d'élargir son point d'intention. Il est capable aussi de renfermer la conscience dans des points, dans une étroitesse qui ressemble à de l'aveuglement, dans cette mécanicité de ce monde. Voilà. Et en fait, si on n'a pas, dès le départ, reconstitué le puzzle de notre humanité, de l'histoire cachée de l'humanité, le point d'intention marque. Ce point d'intention, justement, c'est que ce point d'intention que nous portons en nous, qui est quelque chose qui est au-delà du par-delà, de l'au-delà de nous, ce point d'intention, c'est la dignité de l'humain. Et en même temps, c'est incroyablement terrible parce que c'est aussi sa dignité, sa liberté, son libre arbitre. Et si ce libre arbitre est manipulé, cette intention qu'a l'être humain est capable d'ouvrir son champ de conscience à travers l'infini de ce qui l'entoure, mais il est aussi capable de le rétrécir à un niveau quasiment dégénérant et aveuglant. Et quand tu parles et je suis aussi d'accord avec ça, de cette apicratie, justement, c'est dans quelle intention les gens le font. Voilà. Eh bien, si les personnes le font
finalement avec une intention d'être mieux adapté au monde, tu vois, d'être quelque part finalement de moins souffrir, etc. On est encore dans une forme de programme qui pousse les gens à se dire, qui est une forme de programme subtil, d'énergie subtile, mais encore de l'énergie qui va être finalement produite, parce que on oublie bien souvent que le piratage, ce maître du verrouillage qui est l'archonte, finalement, cette matrice, elle est à la fois dans la matière grossière, dans la matière subtile, d'où cette illusion avec la mort, avec la lumière blanche. Mais si les gens n'ont pas cette intention, tu vois, et de se dire juste j'y vais pour me trouver, pour m'apaiser, etc. Pour ressembler aux voisins, pour ressembler au rôle modèle sociétal qu'on leur a imposé. Oui, mais ça va beaucoup plus loin que ça. C'est le fait que quelque part, c'est encore une fois de se dire, avoir une promesse, de se dire qu'en faisant ça, je serai mieux adapté au système où je suis. Et ça, c'est pour moi très dangereux, parce que quelque part, encore une fois, tout ce qui est une proposition du monde qui nous entoure est une proposition finalement pour renouveler l'énergie humaine. Et le grand défi, c'est qu'il n'y a pas, il n'y a pas à être fasciné par ce qu'on propose. L'être humain est assez entier et parfait en lui, il a assez d'outils en lui pour lui permettre d'enlever ce qu'il y a en trop et de faire finalement l'expérience du silence, l'expérience de voir que dans toutes les émotions qu'il a, il n'a pas forcément il a le choix de s'identifier ou se désidentifier de ses émotions, qui souvent viennent aussi de ce qu'on appelle l'extérieur, de programmation extérieure. Dans son énergie sexuelle, l'être humain peut faire d'autres expériences que cette sexualité débridée qu'il peut avoir. C'est d'arriver à se dire, à se décider pourquoi je décide petit à petit de me désidentifier de tout ça. Pour quel objectif? Beaucoup d'êtres humains ne le savent pas. Mais cette vision, ils ne pensent même pas. Et oui, cette vision pour aller en deçà du mental, en deçà du système, est une vision qui est perceptible d'une façon très subtile en soi. Et c'est de ça qu'on parle aujourd'hui, Marc. Et c'est vrai qu'on peut créer un monde autour de soi dans lequel on aimerait vivre, avec les gens avec qui on veut être, mais est-ce que quelque part, ça aussi, c'est pas une influence subliminale du démiurge pour nous donner une autre carotte, un autre défi à atteindre, qu'on n'atteint jamais parfaitement? Je connais pas beaucoup de gens qui sont en accord parfait sociétalement ou amicalement avec les mêmes toute leur vie. Il y en a, mais c'est pas la majorité. C'est pour leur donner des défis, des carottes à surmonter, oui, c'est ça, des obstacles à franchir. C'est normal que quand... L'homme est-il un animal social déjà à la base, s'il n'était pas programmé par la société pour y vivre? C'est une question importante. Je dirais plutôt que quelque part, l'animalité fait partie de l'humain dans son histoire, mais l'être humain vient d'ailleurs. C'est-à-dire que l'humain a un héritage animal, mais il vient d'ailleurs en même temps, parce qu'il a une conscience, et dans son histoire d'origine, qui est de plus en plus lointaine, si tu veux, l'être humain, pour moi, est avant tout conscience. Et donc, ce système, par rapport aussi à toute l'histoire anthropologique, il faut le dire, et qui nous fait remonter l'histoire à moins 8000 ans avant Jésus-Christ, en montrant que nous commencions à peine, tu vois, etc. L'être humain pense qu'il est finalement une machine à réagir, une machine descendante de l'animal, et que, sorti de là, il s'inquiète parce qu'il a une angoisse du vide. Et que c'est aussi comment l'être humain a la vision de l'humain en lui-même. C'est pour ça que c'est important de décortiquer l'histoire cachée de notre humanité. C'est important de vous poser la question du qui suis-je vraiment. Voilà. C'est important de découvrir qu'il existe une dignité en vous, une connaissance qui précède tous vos savoirs, qu'on appelle la métapsychologie.
la métapsychologie, c'est que quelque part, faites-vous confiance sur cette voix intérieure qui finalement peut vous indiquer la marche à suivre pour votre évolution, mais si vous êtes trop dans la matière, cette voix intérieure sera sûrement un programme. Voilà. Donc, on est dans un enjeu, pour moi, fondamental, où il faut réinventer, se régénérer, renaître, c'est-à-dire de prendre conscience, de faire prendre conscience que tout ce qu'on a pu dire sur l'être humain, le sous-humain, voilà, à la base de l'échelle de la dignité spirituelle, de prendre conscience que quelque part, un être humain qui naît, qui devient un parfait pion de la distorsion, qui meurt et qui renaît et qui redonne son énergie dans un sempiternel disque vinyle qui tourne. Avec l'effacement des mémoires entre deux. Ça, sauf les traumatismes, évidemment. Oui, sauf les traumatismes, évidemment, puisque quelque part, comme ça, l'être humain est induit dans le sens qu'il faut souffrir pour évoluer, et qu'il est si misérable, si tu veux, qu'il va s'accrocher à des idéologies qu'on lui offre, etc. Jusqu'à quel degré on va descendre dans ce truc-là. Mais si l'être humain est toujours dans une reconduction comme ça, eh bien, la question c'est jusqu'à quel degré nous allons aller comme ça. Jusqu'à quel degré il va falloir répéter les choses. Jusqu'à quel degré il va falloir combattre une humanité de plus en plus amnésique. Une humanité presque traumatisée. Elle est traumatisée. Depuis toujours. À quel degré nous allons devoir répéter les choses pour permettre au plus d'êtres de pouvoir sortir de ce scénario cauchemardesque qui est avant tout un programme interne. Voilà. Les lieux eux-mêmes sont parasités, pas seulement les êtres qui les habitent, mais les lieux ont une mémoire, donc les lieux à forte densité de population, surtout urbaine, sont très parasités. Et tout le monde ne vit pas au bord de la mer, à la montagne ou en forêt, où les lieux sont un peu plus libérés du parasitisme ambiant. Et c'est vrai que quand on rattache ces énergies aux lieux, théoriquement, l'énergie de la mort, de la pourriture, de la prédation, de l'asservissement en boucle, on le voit. Et c'est pour ça que, en plus, on veut faire du chantage sur le citoyen ordinaire par rapport à sa voiture, alors que tout devrait reposer sur la volonté du constructeur de changer la propulsion de la voiture pour la rendre propre. Non, c'est le citoyen maintenant bientôt qui va devoir payer un péage pour entrer dans les zones urbaines. Donc en fait, tout est mis sur le dos du citoyen, et puis les gens plient sans sourciller. Il n'y a pas de... Oui, parce que c'est-à-dire quelque part on revient à l'énergie, c'est-à-dire de plus en plus l'humanité, paradoxalement, plus elle donne son énergie, moins elle a d'énergie pour être dans la discrimination, pour être dans ce qu'on appelle la position témoin intérieur, qui est la capacité, comme un appareil photo, à prendre du recul sur les choses pour se défasciner des choses. Donc, paradoxalement, plus on donne de l'énergie, on produit de l'énergie, plus l'être humain a de moins en moins d'énergie pour ce que j'appelle le discernement. Et on peut le comprendre, Marc, puisque, rappelons-le, on a un rouleau compresseur en face, au niveau qui est un rouleau compresseur vampirisant, qui utilise, qu'on le rappelle, qui arrive et qui est déjà là, présent, qui utilise les technologies, toutes les technologies qui sont bien plus avancées qu'on pourrait le croire, comme l'énergie libre, mais qui l'utilise à notre dépens contre nous, qui utilise des systèmes électromagnétiques, qui utilise le clonage, l'hybridation, pour faire de nous en fait des nouveaux morts. Tu vois ce que je veux dire ? Quand je dis nouveaux morts, ça veut dire qu'on est en train d'usurper encore la vraie mort de l'être humain qui devrait s'en libérer, et on a créé avec une machine à réagir que l'on programme un nouveau mort, dans le sens, ce nouveau mort pour moi, tel qu'on peut le souligner dans le transhumanisme, le nouveau mort, c'est le nouveau mort du transhumanisme, c'est-à-dire une machine organique qui va devenir inorganique et qui va produire une ressource alimentaire, énergétique. Qui sera contrôlable à souhait par télécommande. Et le transhumanisme est le deuxième grand point qui vient consolider tout ce système-là dont on peut parler, qui va de plus en plus déespéciser l'être humain. Tu vois ce que je veux dire ? De le transformer en le phagocytant de plus en plus dans sa partie la plus
intime. Quand je dis intime, c'est presque un viol pour moi. C'est-à-dire qu'on est en train de violer l'intimité de l'humain en lui supprimant ses capacités, entre guillemets, j'utilise peu, spirituelles. Dans le mot spiritualité, pour moi, c'est avant tout la capacité qu'a l'être humain de quitter sa condition duelle d'incarnation pour retrouver le jeu d'origine. Le jeu d'origine, c'est ce jeu d'origine qui fait que, en comprenant le système de la matière dans sa polarité, l'être humain comprenait qu'il était un microcosme à l'échelle du macrocosme et pouvait finalement, grâce à un travail interne d'outils, de moyens, d'ancrage, de conscientisation, d'élévation au niveau de ses potentiels psychiques, pouvait dépasser cette dualité-là et rejoindre l'unité, la vraie. Voilà. Et puis le troisième point que je redis, c'est les rituels de magie noire. Voilà, ça c'est important. Les rituels de magie noire sont là pour renforcer, consolider tout ça. Donc il faut bien comprendre que tout ça a un impact sur les émotions, a un impact sur les pensées, a un impact sur notre ADN, a un impact sur l'énergie sexuelle dans sa plus basse vibration. Et moi j'aime bien l'idée de ce mot. Les Grecs utilisaient le mot plérum. Et en fait, plérum, pour moi, c'est la vision au-delà de la matière. Voilà. Eh bien, tout ce qu'on fait, Marc, c'est pour acquérir, réintégrer quelque chose qu'on porte en soi qui est une vision au-delà de la matière, donc au-delà de la matrice, au-delà des conditionnements. Parce qu'il ne s'agit pas, de réinventer le monde, puisque ce système-là profite aussi de ceux qui veulent réinventer le monde. Il s'agit de se libérer de cette ligne de temps, avant tout. Mais peut-on le faire dans cette ligne de temps? Ça, c'est très difficile, vu que les pollutions électromagnétiques qui changent la ionosphère, l'harmonique de la Terre qui a augmenté, ces fréquences sont les mêmes, mais en fait, on voit bien qu'il y a beaucoup d'indices qui montrent des grands changements cycliques, en même temps accélérés par les artificiers du climat, et les artificiers de l'ADN, et on voit bien que l'ADN de l'humain n'est pas en train de changer dans le bon sens. Ces 97% d'ADN poubelle ne sont pas en train de se réactiver pour le bien-être de l'humanité. Ils sont en train de zombifier les quelques pourcents qui restent d'ADN encore conscient. Oui, et en même temps, j'ai envie de te répondre, et nous, nous sommes bien l'exemple, et on a pu le voir avec d'autres personnes. Moi, mon souffle, c'est cette phrase que je me répète tous les jours, nous sommes nés de l'infini et dans l'infini. Et qu'en aucune façon, aucune prédation extérieure, aucune pensée extérieure, aucune entité extérieure ne peut rentrer dans mon champ de conscience sans que je lui en demande l'autorisation. Parce que voilà, c'est ça le grand mot, c'est l'autorisation. Finalement, l'être humain ne doit pas autoriser cette manipulation qu'on lui fait. Mais la manipulation est tellement faite qu'on utilise le libre arbitre de l'humain pour se laisser induire dans cette autorisation. Et on le voit partout, ça. On le voit partout. Et la question que tu poses est très importante. Eh bien, cette question est très importante. La seule chose que je sais, c'est que il y a un chemin où on peut vite tomber dans une forme d'identification et de sommeil et d'hypnose, parce que c'est un état qu'on connaît. C'est très facile de s'y remettre. Très facile. Tout est fait pour qu'on reste à l'état de la surface, sur ce petit décor qui tourne en boucle. Moi, je sais une chose, c'est que le chemin qu'on suit, tous les deux, mais d'autres aussi, ce chemin n'est pas parfait. On en aura l'occasion de parler justement de cette réflexion sur notre propre chemin à nous. Mais ce que je veux dire, c'est que je sais que le chemin qu'on suit est le bon chemin. Il n'est pas parfait. Je ne sais pas à quel degré nous aussi nous sommes induits dans ce programme, mais la seule chose que je sais, c'est que je préfère choisir l'ouverture plutôt que la fermeture, parce que la vie, c'est l'ouverture. Parce que la vie, c'est l'ouverture. Et je préfère dans mes projets rassembler les gens plutôt que de les diviser entre eux. En fait, il faut utiliser, c'est simple, il faut utiliser les plans de la matrice et le faire le contraire. Voilà. S'en servir pour le surfer dans le bon sens. C'est juste de le faire. Il ne s'agit pas d'atteindre une reconnaissance. C'est juste de le faire. Par contre, il est clair que la chose la plus viscérale, importante, c'est de se dire que
ce qui provoque la réalité, c'est notre champ de conscience. À chaque instant, nous créons l'univers. C'est notre champ de conscience qui crée finalement l'illusion de croire qu'on est dans une vie qui avance avec le temps, la mesure, etc. N'oublions pas que cette matrice a renforcé cette illusion qu'est l'être humain d'être enfermé dans le temps avec la naissance et la mort. La science en est en grande partie responsable. Et qu'on est enfermé dans l'espace par la durée, par la longueur, etc. Tout ce qui est quantifiable. Tout ce qui est quantifiable. Et donc, plus on vide l'être humain d'une capacité de transcendance et d'immanence, plus on va lui proposer des outils pour compenser, finalement, donner l'illusion à l'être humain qu'il est capable d'être immortel, qu'il est capable de dépasser ses limites, qu'il est capable de, somme toute, ça c'est quelque chose de naturel qui est induit en lui, depuis l'origine. Mais tu vois, l'usurpation, c'est de dire, oui, vous êtes capable de vous transcender, vous êtes capable de dépasser vos limites, mais vous allez faire ce qu'on vous dit. Et plus vous allez être vide, plus on va vous montrer des prothèses. Et donc on va utiliser la transcendance de l'être humain pour un service qui va le rendre encore plus esclave. Ils se mettent à la place de Dieu, de la source, et nous disent croyez en nous et vous serez immortels. En fait, c'est la promesse qu'on fait aux agents des archontes qui sont cupides, en dehors des lignées de sang qui sont là depuis longtemps et qui gouvernent le monde, qu'ils soient des lignées de familles royales, oligarchiques ou maçonniques. De toute façon, tous travaillent ensemble, la main dans la main, derrière le voile d'illusion qui nous sert de façade médiatique et d'idolâtrie permanente. En fait, c'est se mettre à la place de Dieu. Et comme tu dis, c'est le démiurge, en fait, c'est l'usurpation, c'est les fausses promesses d'immortalité limitées par la technologie, donc sous un joug dictatorial, orwellien. On est vraiment dans ce que notre Jacques Attali national, le plus sombre des individus, éminence grise politique, en France, connu, au devant des médias, a préconisé dans son livre L'ordre cannibale dans les années 80. Je le cite toujours, mais c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Donc en fait, ils nous décrivent leur programme et ils l'appliquent sans qu'une masse critique d'humains puisse vraiment changer les choses. Mais en tout cas, nous, on y réfléchit, et même si on n'est qu'1% ou 0,01%, on va tenir le cap, on va garder le cap sur tous les plans. Donc parlons un peu de ces plans. Le plan mental, le plan causal et le plan spirituel et physique, sur lesquels on doit travailler, en fait. Sur le plan mental, par exemple, éviter les parasites des autres. Alors, ce que tu dis, en fait, juste avant de te répondre, ce que tu m'as dit m'a interpellé juste avant, et on reprendra après, en fait, on voit un système qui est pernicieux parce qu'il utilise à la fois l'hypertechnologie au service de la prédation, et il utilise finalement la connaissance primordiale avec ses lois d'origine qui font que pour manipuler l'être humain, cette distorsion utilise des vérités pour permettre à l'être humain d'être attiré par ses lois normales, mais pour le rendre esclave. L'intention qu'il y a derrière, c'est ça qui est le plus important. À chaque fois que vous voyez quelque chose qui vous tend la main, une information qui arrive, dites-vous quelle est l'intention qu'il y a derrière. Voilà. Quelle est l'intention qu'il y a derrière. C'est le plus important. Et ça, je le souligne, je le répète à ma façon, parce que je commence à en avoir un peu assez des gens qui n'arrêtent pas de me dire, en essayant de me donner des leçons, que ce soit sur les réseaux sociaux, par email, en interview, en direct, dans les questions, mais c'est le messager qui est important, ou alors, mais c'est le message qui est important. Ce n'est ni l'un ni l'autre, et à la fois les deux, c'est l'intention derrière les deux qui est importante. Oui. Je le répète toujours, mais je ne répéterai jamais assez parce que les gens me disent toujours c'est le message qui est important. Mais non, tout le monde a des beaux messages. C'est vraiment l'intention derrière le message et le messager qui est importante. Et c'est ce qu'elle nourrit. Voilà, c'est cette intention-là qui est derrière. Parce que en fait, ça induit quelque chose, c'est que la parole, nous sommes connectés depuis tout petit au système nerveux dans notre langage linguistique. Et en fait, le langage linguistique et le système nerveux provoquent ce qu'on appelle une transhypnotique. C'est-à-dire que nous sommes enfermés dans notre langage aussi. Et donc, à chaque fois que nous voyons les choses,
des programmes en nous s'éveillent pour mettre les choses dans certaines boîtes, qui fait que nous déformons petit à petit ce qu'est la réalité. La réalité. Et de toute façon, ce qui est réel, c'est de bien prendre conscience que nous sommes dans une confusion de plans et que nous vivons notre vie actuellement, Marc, comme une superposition de deux films en même temps. Il y a le film d'origine et il y a cet autre film qu'on appelle la distorsion qui provoque le vrai du faux. Et on appelle ça la confusion d'origine. Ce qui fait que les gens, s'ils n'ont pas de cadre clair, s'ils n'ont pas une forme de chemin intérieur stable et ancré, sont éternellement dans cette confusion-là. Et pour moi, tout le travail qu'on fait ensemble, c'est de permettre de sortir de la confusion, voilà, du vrai et du faux. Alors, c'est la nouvelle religion actuelle, avec les fake news, avec la désinformation, avec les réseaux sociaux, les dizaines de chaînes YouTube qui sont là, avec des agents du système qui font diversion. On est dans le confucianisme ou confusionnisme généralisé. Confucius s'en retourne dans sa tombe. Oui. Et donc, on fait le pont avec ce que tu as dit tout à l'heure sur le... Alors, c'est le point le plus important, en fait, parce qu'en fait, la question que tu poses derrière, finalement, moi, ce que j'appelle le corps physique, le corps subtil et le corps causal, qui est la triade, en fait. Je n'utilise pas le mot âme, parce que le âme est un mot qui amène à des débats, etc. Je parle du corps subtil qui est un peu plus large et tout à fait compréhensible. En fait, voilà, on touche quelque chose qui est le cœur même de notre prison interne, c'est à quel niveau la conscience est prisonnière. Parce que il faut bien savoir qu'à chaque fois que nous pensons, nous créons une mécanique qui est l'énergie. Une pensée a besoin d'énergie pour vivre. Et cette énergie-là, c'est l'énergie d'origine, ce que j'appelle la conscience, au service de notre libre arbitre. Donc, à quel niveau cette conscience est prisonnière dans nos identifications émotionnelles, physiques et mentales? Voilà. Et c'est l'archonte, subtilement, qui utilise finalement à travers nous cette énergie-là. En fait, il essaye d'extraire de nous cette énergie-là, à travers la manipulation de nos émotions, de notre tension et crispation physique, à travers nos pensées, à travers l'énergie sexuelle. C'est ça qu'il veut. C'est-à-dire qu'il est incapable d'être à la source, mais il l'utilise à travers notre interaction et notre puissance d'être en contact avec cette énergie-là d'origine. Il nous utilise comme un relais, en fait. Et il y a un mot que je répète souvent, Marc, mais qui est très important, c'est la cristallisation de l'âme, la cristallisation du corps subtil. Parce que cet échange-là est important pour bien expliquer ce qu'est le corps physique, les relations qu'il y a entre le corps physique, le corps subtil et le corps causal. Il faut savoir qu'en fait, tout l'enjeu, à quel niveau la conscience est identifiée, c'est de bien comprendre qu'au niveau de ce corps subtil, si tu veux, ce corps subtil fait le lien entre le corps physique et le corps physique dans lequel on est incarcéré, on va dire, et le corps subtil, en fait, est le mélange du mental et des émotions. Et c'est là que se jouent les fréquences vibratoires les plus importantes. Voilà. Et c'est là que ça se joue au niveau de la mort. Et quand je parle de la cristallisation, on peut comprendre ce que ça veut dire. Parce qu'au début, on n'est rien du tout. On est juste une espèce d'interaction de choses évanescentes qui sont liées à nos conditionnements parentaux, qui sont liées à notre histoire passée, au traumatisme. Et en fait, on est comme un kaléidoscope. Voilà. On ne fait qu'être une machine à réagir, etc. Et en fait, là-dedans, il faut créer une sorte d'autonomie. L'autonomie, c'est un peu l'arbre de vie. L'autonomie, c'est d'être de plus en plus de prendre conscience que nous ne sommes pas obligés d'être conditionnés au passé, à la mémoire dont les hindous parlent de Chitta, C-H-I-T-A, c'est la mémoire résiduelle de toute l'humanité, telle qu'elle a été manipulée, et puis qui se confirme aussi à travers notre vie individuelle, et comment cette mémoire finalement nous pourrit l'existence pour nous éloigner de ce qu'on est. Elle est induite dans ce corps subtil, tu vois. Et tant qu'on ne fait pas une cristallisation de ce corps subtil, nous sommes condamnés à ne pas savoir qui on est. Savoir qui on est, c'est de dire « je décide ». Ah, voilà. Je décide
Et de se poser la question à chaque fois, qu'est-ce qui en moi est autonome? Qu'est-ce qui est en moi de l'ordre de l'autonomie, de la non-dépendance? Qu'est-ce qui est en moi une pulsion à réagir? Et on le voit très bien, être dans une émotion qui nous met en réaction, être dans un mouvement physique qui nous met en réaction, on voit bien quelque part, on a perdu son centre. Tu vois, être aliéné, étranger hors de soi-même, c'est bien ça. C'est que tant qu'on n'a pas fait cette cristallisation qui est une enquête sur soi, sur tous les programmes qui nous induisent dans des comportements émotionnels, physiques et mentaux, tant qu'on ne fait pas un minimum ce travail, vraiment, foncièrement, dans le but de se détacher de toute forme, de se détacher de toute forme, y compris de la lumière blanche à la mort, on n'a pas compris. Voilà. C'est cette compréhension-là de la cristallisation de l'âme, parce que seule cette cristallisation de l'âme nous permet d'être en contact avec le corps causal, qui est finalement cet inconscient qui est en contact direct avec le cosmos, avec l'origine du cosmos même. Donc, tu vois jusqu'où finalement nous devons aller pour chaque jour se dire, se reprendre en main au niveau de son corps physique, de retrouver un ancrage au niveau de tous ces changements à faire au niveau alimentaire, addiction à la cigarette, à l'alcool, etc., à notre façon de penser, aux ambitions qu'on a, au groupe dans lequel on est inséré. Qu'est-ce qu'on donne comme énergie? À qui on donne son énergie? À qui on donne son énergie? Au service de quoi? Au service de qui? Et si on commence à comprendre comment ce système fonctionne, on peut commencer à parler d'autonomie. Je décide. Qu'est-ce que je décide? Je décide. On entend le mot « je ». Et on voit bien qu'on est en correspondance avec le monde de l'origine. Je suis, ça c'est réel. Le je suis, c'est le contact direct avec quelque chose qui est au-delà de nous, mais qui est en nous. Et le reste, c'est ce qu'on appelle le nom et les formes, juste une illusion de notre identité. Mais si on fait ce travail, on se rapproche du « je suis ». Voilà. Le jeu du jeu est la vraie source en nous, en fait. Voilà. Alors, que dirais-tu, une fois pour toutes, pour mettre les pendules, remettre les pendules à l'heure et tordre le cou à ces usurpateurs, justement, qui vont reprendre des parties de ton discours, se les réapproprier, les détourner, comme les New Age, les New Age, qui se disent non New Age, évidemment. Certains francs-maçons qui ont une optique un peu alchimique aussi du soi, qui vont dire tout vient de soi, c'est nous, avec les lois de l'attraction, on attire à nous toutes les violences du monde, il n'y a pas d'archonte, il n'y a pas de programme externe, il n'y a pas de manipulation spirituelle, sociale, d'ingénierie sociale, alors que tout prouve le contraire dans notre 3D duel. Que leur dirais-tu, eux qui remettent tout sur nous, nous sommes les seuls coupables d'avoir créé cet enfer pour s'auto-sodomiser, je dirais. Tu vois, vraiment l'aboutissement du masochisme, dans la pire des formes. Ben, je dirais que c'est déjà cette affirmation dont tu parles est déjà pour moi une croyance subtile, dans le sens de faire croire aux personnes qu'ils sont responsables. Voilà, qu'ils sont responsables de tout ce qui se passe, parce qu'ils créent eux-mêmes leurs trucs, parce qu'ils les ont attirés, etc. En fait, c'est encore une fois utiliser une loi d'origine avec une intention derrière de rendre dépendants les gens. En fait, la loi d'origine, c'est avant tout que, quelque part, l'être humain a un libre arbitre, avait un libre arbitre, et qu'il était créateur, grâce à ce libre arbitre, de créer dans la matière ce qu'il souhaitait. Voilà. Mais en aucune façon, et vient là la notion, je parle d'intention, l'intention. L'être humain se responsabilise en effet sur son intention de créer ce qu'il a envie de décider pour évoluer. Voilà. Moi, ce que j'ai envie de dire, Marc, c'est que, en fait, pour discerner le vrai du faux, c'est que, en effet, on n'a pas besoin, encore une fois, de systèmes qui nous imposent leurs croyances pour être ce qu'on est. On n'a pas besoin d'idéologie indépendante, en dehors de nous, qui nous impose finalement tout ça, puisque nous portons en nous déjà cette perfection-là, qui est
de bien prendre conscience que nous n'avons pas à avoir peur du vide en nous. Ce vide est la seule réponse. Ce vide est la seule réponse au fait de répondre en fait à quel niveau ma conscience s'identifie en moi. Oui, c'est justement ce que reproche à l'humain. Pour eux, il faut travailler sur ses imperfections en permanence. Et en fait, ce parcours initiatique par lequel il doit faire évidemment donner son consentement et faire des pactes pour arriver à des niveaux différents qui correspondent presque à des ceintures de karaté, mais à des degrés de franc-maçonnerie ou de stages très onéreux de développement personnel. En fait, la perfection n'est jamais de ce monde, elle n'est jamais atteinte. Donc c'est la carotte perpétuelle de faire croire à l'humain qu'il est imparfait, qu'il doit se perfectionner, qu'il doit s'alchimiser, qu'il doit trouver sa pureté à un niveau qu'aucun humain n'a jamais atteint pour atteindre le nirvana payant et consentant à une idéologie, une idéologie initiatique ou une idéologie de croyance religieuse ou de mouvance spirituelle ou de loge maçonnique par exemple. De courant maçonnique. En tout cas, on reprend ce qu'on a dit, Marc, qui est l'intention. Voilà. C'est-à-dire que quelque part, c'est vraiment la définition du démiurge. C'est d'utiliser la vérité au service de notre dépendance à lui. C'est exactement ce que tu dis. C'est-à-dire que, oui, c'est vrai que l'être humain est attiré par la perfection. C'est-à-dire, pour moi, la perfection, c'est justement là où, quelque part, la connaissance est déformée. C'est que, pour moi, la perfection, c'est de prendre conscience qu'on ne peut pas l'atteindre. Et qu'il faut finalement s'installer dans une conscience et un vécu qui fait qu'on éprouve une sorte de satisfaction et d'apaisement dans une joie liée au fait qu'on n'aura jamais une finitude, que notre vie intérieure doit s'installer dans une évolution qui n'aura pas de fin. Parce que nous sommes programmés pour vivre dans une évolution qui n'aura pas de fin. Qui tourne en boucle. Et là où est le jeu du démiurge, c'est de faire croire aux gens qu'il y a une finalité, une perfection, un sauvetage, que nous allons être libérés. C'est pas ça. La libération vient du fait d'être détaché des formes de plus en plus pour suivre un parcours à l'infini qu'on continue, tu vois. Donc, ce que tu dis est vraiment subtil, mais c'est cette subtilité qu'il faut bien comprendre. C'est que nous sommes dans un jeu de vraies et de fausses connaissances. C'est pour ça que toutes les idoles fabriquées par la société, ces héros à la fois de la bonté, du spirituel, ou politique, ou du showbiz, etc., représentent les buts à atteindre pour tous les égrégores collectifs d'humains qui idolâtrent, qui adulent telle ou telle vedette ou stéréotype humain, qui est le super-héros de telle ou telle pente de la société ou culture. C'est encore une fois la cristallisation d'utiliser chez l'être humain sa transcendance à l'extérieur. C'est de faire croire à l'être humain qu'il est incomplet, inachevé, qu'il est une sorte de mouton plutôt que d'être un tigre rugissant, qui fait que en le conduisant à ça, l'être humain finalement devient dépendant d'éléments qui lui prouvent sa transcendance en lui, mais qui l'installe finalement dans une dépendance qui va faire que cet être humain va devenir finalement une ressource alimentaire et énergétique. Donc là, on est dans le jeu même du démiurge, au cœur même du démiurge. Et je dirais une chose, Marc, c'est que, oui, nous sommes encore dans la possibilité de pouvoir franchir cette étape que j'appelle la mort de la mort, c'est-à-dire d'enlever finalement tout ce conditionnement lié à la mort et dans notre utilisation énergétique liée à la ressource alimentaire. C'est-à-dire d'intégrer de plus en plus cette notion qu'il n'y a finalement ni naissance ni mort, il n'y a que cette conscience-là à travailler en soi. Et puis de savoir qu'il y a un autre que soit plus soi-même que nous, dans le sens où eh bien, la seule voie à suivre, c'est cette voie interne au plus profond de nous,
qui fait que nous sommes dans l'autonomie et la perfection, et perfectible, mais dans une évolution sans fin, et cela doit suffire. Tu vois. Et puis, je pense qu'il faut savoir être héroïque à notre époque. Il faut savoir être hors des sentiers battus. Hors des sentiers battus, ça veut dire qu'il faut ne plus suivre le chemin de la distorsion. Hors des sentiers battus, ça veut dire de comprendre que nous avons un espace avant la connaissance, qu'on est capable de percevoir le soi dans les formes, et que c'est tragique d'être esclave. Et donc, tout ce travail qui est un enjeu, c'est de bien prendre conscience du vrai et du faux qui nous entoure, et du vrai et du faux que l'on porte en soi. Parce que la connaissance s'est mélangée au bourbier qu'on appelle le démiurge. Que la connaissance est intégrée dans tout ce plan de technologie, de systèmes électromagnétiques, de clonage, de transhumanisme, de rituels de magie noire, et qu'il faut vraiment avoir une détermination, une direction à suivre, mais vraiment forte, pour se dire « je ne veux plus être un esclave, je veux gagner ma liberté ». Lâcher prise sur l'emprise, en fait. Oui, lâcher prise, qui est avant tout gagner de plus en plus en autonomie dans notre endormissement émotionnel, physique et mental. Et de retrouver une autre dignité, qui est la vraie dignité en soi, que en cherchant la distorsion en soi-même, donc les erreurs en soi-même qui nous éloignent de ce qu'on est, est la seule possibilité, finalement, de découvrir ce que des millions de gens cherchent à travers le plan du démiurge, tout simplement retrouver l'unité. Hors dualité. Hors dualité. Bravo mon cher David, c'était super, j'espère que tu as ouvert l'esprit à beaucoup d'auditrices et d'auditeurs sur Internet et on se revoit très bientôt pour d'autres aventures. Merci beaucoup. Et merci à vous. À bientôt. Au revoir.